On va faire un petit retour en arrière. On va se reprojeter le 26 février dernier. Rappelez-vous, Emmanuel Macron affirmait qu'il était de notre devoir de nous préparer à tous les scénarios d'une intervention en Ukraine, ajoutant que rien en dynamique ne devait être exclu. Eh bien, on en sait peut-être un peu plus aujourd'hui. Laura Pouget, merci d'être avec nous sur la forme que pourrait prendre cet engagement aux côtés de Kiev. C'est le Figaro qui nous dit qu'il y aurait donc 5 scénarios possibles d'un déploiement français sur le sol ukrainien, Laura. Précisons d'abord, Anne, que ces scénarios sont rangés par ordre d'implication et d'escalade, des plus légers aux plus forts. Je sais. Premier scénario, la France implante des usines en Ukraine, des usines d'armement à la fois de production et de maintien en condition du matériel. Selon une source militaire que j'ai interrogée, cette option ne nécessiterait la présence que de quelques ingénieurs, a priori des civils, plutôt que des militaires. Elle ne serait pas très escalatoire. En revanche, elle ne serait pas sans risque, car les usines ainsi montées pourraient être ciblées par l'armée russe. Deuxième scénario maintenant, des militaires français déminent, forment et aident à l'utilisation de certains matériels. Concernant cette dernière partie de la phrase, il n'est pas impossible que ce soit déjà le cas. Le chancelier allemand Olaf Scholz l'a sous-entendu début mars. Le général François Chauvency, souvent présent sur votre plateau et interrogé par le Figaro, ne dit pas autre chose. Je cite, « Si nos matériels livrés ont besoin d'une assistance technique, il est vraisemblable que des formateurs soient déjà en place. » Aucune confirmation des autorités sur ce point. Ce que l'on peut dire, c'est que dans ce scénario, des uniformes français seraient bien présents en territoire ukrainien, mais sans passer le stade de la co-belligérance, définie comme une participation active au conflit. Des risques, il y en aurait cependant. L'an dernier, 2 soldats français ont péri en Irak alors qu'ils assuraient des missions de formation. Précisons par ailleurs que ces 2 premiers scénarios auraient pour objectif d'aider les Ukrainiens à tenir sur la durée. On monte d'un cran avec vous, Laura. 3e scénario. On monte d'un cran, en effet. 3e scénario, protéger Odessa. La finalité serait plus économique puisqu'il s'agirait de protéger les 3 ports de la ville et la route des céréales ukrainiennes. Des soldats français pourraient être déployés, mais avant tout pour mettre en œuvre leur système de défense antiaérienne, car le front est encore très loin et la ville risque surtout des frappes de missiles et de drones. Selon une source militaire, avec cette option, la co-belligérance pourrait être franchie si les soldats abattent un missile ennemi. Elle ferait également cette option courir des risques supplémentaires aux soldats français déployés. Scénario 4. À présent, l'armée française crée une zone de protection, c'est-à-dire qu'elle déploierait des troupes pour soulager les soldats ukrainiens de certaines missions, exemple ceux qui assurent la sécurisation de la frontière biélorusse, leur permettant ainsi de se consacrer aux autres points plus chauds du front. Selon ma source militaire, cette 4e option ferait bien franchir le seuil de la co-belligérance. Enfin, 5e scénario, l'affrontement dans les tranchées, autrement dit des troupes françaises qui combattent les Russes aux côtés des Ukrainiens. Seuil de co-belligérance franchi et dépassé. Traduction d'un militaire, c'est la 3e guerre mondiale. Précisons par ailleurs que ces 4e et 5e scénarios ne pourraient être envisagés que pour répondre à une situation, l'effondrement du front ukrainien, peu probable à court terme, selon les experts. Merci beaucoup, Laura Pouget. On va faire un petit tour en Pologne avant de vous laisser la parole. Vous le savez, les Polonais scrutent comme le lait sur le feu les interventions possibles des alliés de Kiev en Ukraine. Emma Barrier, notre envoyée spéciale à Varsovie. Vous allez voir que les Polonais soient plutôt d'un bon œil ces propos du chef de l'État et ses éventuels scénarios, sauf peut-être le dernier. Ici en Pologne, le Premier ministre soutient ce haussement de ton de la part du chef de l'État français et sa volonté d'envisager des opérations en Ukraine. On le rappelle, ici fut un temps où il était reproché à Emmanuel Macron de vouloir justement maintenir le dialogue avec le président russe Vladimir Poutine. Alors ici, Donald Tusk a précisé qu'il n'avait pas l'intention d'envoyer des troupes en Ukraine, mais qu'en revanche, la présence des forces de l'OTAN sur place n'était pas non plus inenvisageable. Alors depuis quelques semaines, l'Allemagne, la France et la Pologne, qu'on appelle le triangle de Weimar, ont voulu donner l'impression d'unité à propos du sujet de l'Ukraine, mais on sent bien que des tensions existent entre la France et l'Allemagne de par la position allemande beaucoup plus prudente. Ici, certains médias polonais estiment même que la position de la France est de plus en plus semblable à celle de la Pologne. Pologne qui, on le rappelle, est un des plus gros alliés de l'Ukraine depuis le début du conflit, de par les frontières qu'elle partage avec le pays en guerre. Hier d'ailleurs, un missile russe a violé son espace aérien pendant 39 secondes avant de finir sa course en Ukraine.
Merci beaucoup Emma, remercie évidemment Thibaut Bruck qui se trouvait avec vous. Général Perruche, je reviens sur les scénarios à partir du 3. Tiens. La participation monte d'un cran, nous disait Laura. Est-ce que vous envisagez que ça soit possible qu'à un moment donné, on en vienne à protéger Odessa? Odessa est-elle menacée? Et cette 4e aussi, l'armée française crée une zone de protection. Alors certains y ont vu la zone au-dessus de la Biélorussie, mais aussi autour du Dniepr. Est-ce que ça vous paraît très envisageable aller dans une échéance de quelques mois? Écoutez, ça me paraît... je crois qu'il faut replacer ces scénarios possibles dans le contexte général de ce conflit. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Vous voyez, la déclaration du président français visait avant tout à lever une ligne rouge qui était en fait un blanc-seing donné aux Russes pour ce qu'ils faisaient en Ukraine, à savoir, on n'enverra jamais quelqu'un. C'est ce qui a été déclaré par les Américains dès le début, répété par l'OTAN d'ailleurs, par le secrétaire général, etc. Donc là, en levant ce blanc-seing, on rend quand même service aux Ukrainiens, on introduit le doute chez les Russes. Après, quels sont les objectifs sur le terrain par rapport à la bataille telle qu'elle se conduit actuellement? Est-ce qu'on veut permettre aux Ukrainiens de tenir en défensive sur la ligne actuelle et ne pas se faire percer? Ou est-ce qu'on veut aller un peu plus loin et en conformité avec les déclarations politiques, c'est raccompagner les Russes à l'intérieur de leurs frontières, c'est-à-dire permettre aux Ukrainiens de regagner leur intégrité territoriale. En fonction de cet objectif-là, ce n'est pas les mêmes moyens qu'il faut mettre en œuvre. Et il y a évidemment le troisième scénario qui a été... Enfin, je ne vais pas parler de scénario, mais la troisième hypothèse possible qui est que le front cède brutalement. Donc, par rapport à ces 3 cas de figure-là, il vous faut une planification opérationnelle précise. Et en particulier, pour revenir à votre situation, les scénarios 3, 4, 5, il ne s'agit pas d'envoyer une force qui va essayer de sanctuariser un espace à l'intérieur du territoire ukrainien, ou bien de prendre en compte certaines missions militaires, sachant que ça va libérer de la main-d'œuvre pour aller sur le front à d'autres. Ça, je ne pense pas, si vous voulez, que ça fonctionne si on ne prévoit pas derrière ce qui se passe au cas où les Russes tirent là-dessus et donc mettent en échec notre première initiative. Vous voyez, ça serait extrêmement périlleux de s'engager avec des forces partielles comme ça, surtout d'une seule nation, et puis de ne pas prendre en compte le stade d'après. Joséphine Staron, ce qui est exact, c'est qu'on en parle beaucoup, on réfléchit beaucoup de ce que vous disiez tout à l'heure, qui pouvait paraître un temps impossible. En tout cas, ça semble coucher sur le papier. On est passé, comme l'a dit le général, de non, jamais nous n'irons à attention, peut-être que si vous nous poussez un peu trop, on va finir par s'engager un peu plus. Ce doute, il est effectivement indispensable dans un état de montée des tensions entre les Occidentaux et la Russie, pas uniquement les Ukrainiens et les Russes, c'est beaucoup plus global que ça. Mais après, la question, c'est est-ce qu'on est prêt à y aller? Est-ce qu'on veut aller jusqu'au bout? Et là, comme ça a été très bien dit par le général, il faut savoir quels sont nos objectifs. Si l'objectif, c'est de renvoyer la Russie chez elle, bien là, c'est une implication très, très forte de la France, mais pas que. La France n'ira pas seule, n'a pas vocation à y aller seule. Et c'est pour ça, d'ailleurs... Il n'y a pas les moyens, surtout. Alors, également. Il y a une question de moyens, mais il y a aussi une question de stratégie. La France, elle fait partie de l'OTAN, elle fait partie de l'Union européenne. Donc, à partir de là, si vous n'avez pas non seulement le consentement de vos alliés, mais en plus un appui opérationnel de vos alliés, quel est le sens de cette intervention? Parce que vous allez frapper un coup, et puis ensuite, dans la durée, que va-t-il se passer? Donc il y a besoin d'une coordination, de toute façon pour tous les scénarios dont vous avez parlé, il y a besoin d'une coordination. Cette coordination, elle est en train de se faire par des exercices inégalés jusqu'à présent, que ce soit dans le cadre de l'OTAN ou tout simplement des forces françaises avec certains alliés, des Belges, des Allemands, des Roumains et autres, sur le flanc Est notamment, vers les pays baltes aussi. Et donc ces exercices, ils visent quoi? Eh bien à renforcer l'interopérabilité de nos armées respectives. Là encore, peut-être pour intervenir un jour si la situation l'exige, mais d'abord pour muscler un peu ce doute qu'on a commencé à insinuer dans l'esprit de Vladimir Poutine et montrer qu'on met les moyens derrière. Oui, c'est ça. Gallagher Fenwick, est-ce que Emmanuel Macron, avec cette petite phrase, a perturbé un peu le schéma de pensée russe? Je m'explique, c'était le général Yakovlev qui disait hier chez Darius Rojbin, il a peut-être un peu semé la zizanie, dans le sens où Vladimir Poutine ne cherche pas l'affrontement. Et à partir du moment où on a envisagé que nous, on n'excluait pas ça, et ben là, c'est l'apoplexie en Russie. C'est absolument cela qui s'est passé. Ouais. Oui, je suis d'accord avec ça.
Je suis rarement d'accord avec le général Yakovlev. Et là, oui. Non, rarement en désaccord avec le général Yakovlev. Mais oui, bien sûr que ça a bousculé le Kremlin. Regardez les déclarations de Peskov derrière, qui sont très agressifs. Regardez les attaques dont nous avons fait l'objet derrière, qu'elles soient d'ordre cyber ou informatique, et qui sont quelque part, entre guillemets, à notre honneur. En fait, le président de la République, si vous voulez, acheminer il ne faut pas humilier la Russie, nos intérêts sont menacés. Et donc, il faut faire en sorte que, si vous voulez, plutôt que d'essayer sans cesse de se demander où les lignes rouges de Vladimir Poutine sont, qu'on renverse la table et que ce soit à lui de se demander où les nôtres sont. Et donc, dans les scénarios qui ont été détaillés par Laura Pouget à l'instant, si vous voulez, aucun de ces scénarios, j'ai deux choses à dire. D'abord, n'est vérifiable, c'est le principe même de l'ambiguïté stratégique, en fait on n'en sait rien. Et dans les 5 scénarios, la réflexion que je me faisais, c'est qu'on repart sur le distinguo entre les armes défensives et offensives. À partir du moment où il y a des Français au sol en Ukraine qui sont en train de déminer, d'aider dans des usines ou quoi, des soldats français au sol, et c'est un engagement direct. Maintenant, le défi, et j'en termine par là pour Emmanuel Macron, c'est quand on menace, il faut du muscle. Le muscle, il est double, il est capacitaire et il est politique. Avec qui on fait ça? Comme vous le disiez très bien, c'est-à-dire qu'il faut coordonner. Donc le prochain voyage d'Emmanuel Macron à Kiev, il ne se fera pas seul. Il se fera avec des Baltes, des Polonais, peut-être des Tchèques, peut-être des Hollandais. Et c'est ça l'image dont il a besoin pour crédibiliser cette menace.